peut détruire des bâtiments, brûler des dossiers et enterrer des preuves. Mais l'histoire finit toujours par ressurgir du passé. Longtemps après la chute de l'Allemagne nazie, des enquêteurs continuaient de découvrir des lieux et des objets qui ressemblaient moins à des vestiges de guerre qu'à des avertissements venus d'une autre époque. Certaines de ces découvertes ont bouleversé ce que les historiens pensaient savoir sur la guerre. D'autres ont ouvert des portes que beaucoup auraient préféré voir rester fermées. Et les plus choquantes restent encore à venir, car ces découvertes de la Seconde Guerre mondiale deviennent de plus en plus terrifiantes à mesure que l'on avance. Numéro 20, Die Glocke et les technologies secrètes. Vous pourriez croire qu'une histoire de soucoupe volante et de systèmes de propulsion secrets relève de la science-fiction. Mais quand on voit jusqu'où les scientifiques nazis étaient prêts à aller dans leur quête d'armes miracles, ces projets paraissent beaucoup moins surprenants. D'après des témoignages publiés pour la première fois par le journaliste d'investigation polonais Igor Witkowski au début des années 2000, puis explorés par l'auteur britannico-américain Nick Cook dans son livre « La chasse au point zéro », des chercheurs de la SS, opérant quelque part dans le complexe de Riese, développaient un appareil sans équivalent dans le domaine des armes conventionnelles. Il était décrit comme un objet métallique en forme de cloche d'environ 3 mètres de large et 4 mètres de haut. À l'intérieur se trouvaient 2 cylindres tournant en sens inverse, remplis d'un liquide métallique violet que les scientifiques appelaient Xerom 525. Une fois activé, il émettait, selon les récits, une intense radiation et produisait d'étranges effets physiques sur les matériaux et les tissus vivants situés à proximité. Les premiers sujets d'essai, des plantes et des animaux, se seraient décomposés à une vitesse accélérée. Les techniciens auraient souffert de graves empoisonnements dus aux radiations. D'après les témoignages recueillis après la guerre, la SS aurait exécuté la majorité des scientifiques travaillant sur ce projet avant la capitulation allemande afin d'empêcher la technologie de tomber entre de mauvaises mains. L'appareil lui-même aurait disparu, soit évacué par avion, soit déplacé par une voie inconnue. Aucune preuve matérielle n'a été retrouvée, et aucun document du Troisième Reich ne confirme explicitement l'existence de ce projet. Pourtant, les enquêteurs se sont toujours heurtés à un détail tenace qu'ils ne parviennent pas à expliquer facilement. Plusieurs officiers SS associés à ce projet présumé ont été repérés en train de fuir l'Allemagne dans les derniers jours de la guerre, et leurs dossiers ont été immédiatement classifiés par la CIA après leur capture. Ce détail n'a jamais été totalement élucidé. Numéro 19. Le complexe de Riese. Voici quelque chose qui empêche les historiens de dormir la nuit. À partir de 1943, les nazis ont commencé à creuser 7 réseaux de tunnels distincts dans les monts Aul, en Basse-Silésie, aujourd'hui situés dans le sud-ouest de la Pologne. Le projet s'appelait Riese, ce qui signifie « géant ». Il a englouti des ressources colossales, des centaines de millions de Reichsmark, des milliers de tonnes de béton et le travail forcé d'environ 13 000 personnes. Des prisonniers polonais, russes et tchécoslovaques, des prisonniers de guerre italiens, ainsi que des détenus des camps de concentration transférés du camp voisin de Gross-Rosen. On estime qu'environ 5 000 de ces travailleurs sont morts pendant la construction. Voici la partie la plus troublante. Presque tous les registres et les documents du projet ont été détruits avant la capitulation allemande. Si bien que lorsque les forces alliées et soviétiques ont finalement découvert les tunnels, personne n'a été capable de leur dire à quoi ils servaient réellement. Le ministre de l'Armement Albert Speer et 2 autres hauts officiers ont écrit plus tard dans leur mémoire qu'il s'agissait d'un Führer Hauptquartier, un quartier général destiné à Hitler. Mais des chercheurs ont souligné que les tunnels étaient bien trop complexes et massifs pour remplir uniquement cette fonction. Certaines sections semblent avoir été conçues pour des activités industrielles lourdes, d'autres pour le stockage de munitions ou d'armes. Quelques chercheurs estiment que le complexe était destiné à la production des fameuses armes miracles. Personne n'a toutefois jamais pu l'affirmer avec certitude. La plupart des tunnels restent scellés, inondés ou structurellement trop dangereux pour être entièrement explorés. Et quelque part à l'intérieur de cette montagne, selon des témoignages persistants, des choses bien plus étranges auraient pu se produire. Numéro 18. Les tours de DCA de Berlin. Après le bombardement de Berlin par la Royal Air Force en 1940, Hitler a personnellement ordonné la construction de 3 immenses tours anti-aériennes destinées à protéger la capitale. Le résultat était quelque chose que le monde moderne n'avait encore jamais vu. Chaque complexe de tours de DCA se composait de 2 parties, une immense tour de combat et une plus petite tour de contrôle de tir reliée à celle-ci. Les tours de combat de première génération mesuraient environ 21 mètres de côté à la base et 128 mètres de haut. Il s'agissait d'un bâtiment de 13 étages en béton armé, avec des murs atteignant jusqu'à 3,5 mètres d'épaisseur. La construction de chaque tour a duré environ 6 mois, et le réseau ferroviaire national allemand a même été réorganisé afin de prioriser les livraisons de béton, d'acier et de bois vers les chantiers.
Chaque tour était équipé de 8 canons jumeaux de 128 mm, ainsi que de dizaines de canons anti-aériens plus légers, capables de tirer 8000 obus par minute dans un arc de 360 degrés. Elles étaient également conçues comme des abris civils pouvant accueillir 10 000 personnes, même si, pendant la bataille finale de Berlin, jusqu'à 30 000 civils se sont entassés dans une seule tour. Lorsque les forces soviétiques sont arrivées, elles ont découvert des tours pratiquement imprenables. Leurs plus gros obusiers de 203 mm ont à peine éraflé les murs extérieurs. Les soviétiques ont finalement choisi de les contourner avant de négocier leur reddition. Après la guerre, les équipes de démolition ont découvert que ces tours étaient si solidement construites qu'une démolition contrôlée était presque impossible. Plusieurs sont d'ailleurs toujours debout à Berlin aujourd'hui. Mais aussi massives que soient ces tours en surface, les découvertes les plus choquantes se trouvaient bien plus profondément sous terre. Numéro 17. L'art dans la mine de sel d'Altosé. Au printemps 1945, une équipe d'officiers alliés connue sous le nom de Monuments Men s'est rendue dans une mine de sel nichée dans les Alpes autrichiennes, près du village d'Altosé. Ce qu'ils y ont découvert était presque inimaginable. Depuis 1943, les nazis utilisaient cette mine comme chambre forte pour entreposer les œuvres d'art pillées à travers toute l'Europe occupée. Peintures, dessins, sculptures, tapisseries, meubles, armes, pièces de monnaie et collections entières de bibliothèques. Au moment de la découverte, la mine contenait 6577 peintures, 137 sculptures et 484 caisses d'objets supplémentaires. Toutes ces œuvres avaient été rassemblées dans le cadre du programme Sonderauftrag Linz, commission spéciale Linz, avec pour objectif de remplir le musée du Führer prévu à Linz, ville natale de Hitler en Autriche. Un musée qui ne verra finalement jamais le jour. Parmi ces trésors figuraient certaines des œuvres les plus célèbres de l'histoire de l'art occidental, notamment la Madone de Bruges de Michel-Ange et le célèbre retable de Gand. Mais tandis que les Monuments Men progressaient dans les tunnels, ils ont découvert quelque chose qui a transformé cette mission de récupération en une véritable course contre la destruction totale. Le chef régional du parti nazi, August E. Gruber, avait déjà fait installer de grandes caisses en bois dans la mine. Ces caisses portaient l'inscription « Marbre, ne pas laisser tomber ». Pourtant, il ne s'agissait pas de marbre, mais de bombes. Le décret Nero de Hitler ordonnait la destruction de tout ce qui se trouvait à l'intérieur. Les mineurs travaillant dans la mine ont finalement empêché leur mise à feu, permettant ainsi aux œuvres de survivre. Numéro 16. Le destin de la chambre d'ambre. Construite au début du XVIIIe siècle pour la famille royale prussienne, puis offerte au tsar Pierre le Grand de Russie, la chambre d'ambre était l'un des ensembles décoratifs les plus extraordinaires jamais réalisés. Des panneaux du sol au plafond en ambre sculpté à la main, ornés de feuilles d'or et de verres miroirs, couvrant une surface d'environ 55 mètres carrés et aujourd'hui estimée à plus d'un demi-milliard de dollars. En 1941, les forces allemandes l'ont saisi au Palais Catherine, près de Saint-Pétersbourg. Elles ont démonté chaque panneau, emballé l'ensemble dans 27 caisses, puis expédié le tout vers l'ouest jusqu'au château de Königsberg, aujourd'hui Kaliningrad, en Russie. C'est là que sa trace disparaît. Lorsque les forces soviétiques ont capturé Königsberg en avril 1945, la chambre d'ambre s'était déjà volatilisée. Les 27 caisses avaient disparu au cours des derniers mois de la guerre. Les enquêteurs ont poursuivi différentes théories pendant des décennies. Les caisses auraient brûlé dans un incendie au château, auraient été chargées sur un navire ensuite coulé, ou auraient été transportées vers l'ouest, peut-être dans le réseau de tunnels de Riese, dans les monts Hall, qui, comme vous vous en souvenez, n'a jamais été entièrement exploré. En 1997, des enquêteurs allemands ont récupéré 2 panneaux de la chambre originale, retrouvés grâce à une famille dont l'un des proches avait servi à Königsberg. Cela laissait penser qu'au moins une partie des caisses avait bien été évacuée. Mais l'essentiel de la chambre d'ambre n'a jamais été retrouvé, ce qui en fait l'une des plus grandes disparitions de toute la guerre. Et non loin de là, une autre découverte allait révéler à quel point l'Allemagne avait été proche de changer le cours de la guerre dans une direction totalement différente. Numéro 15. La grotte du réacteur de Haigerloch. La petite ville allemande de Haigerloch n'est pas le genre d'endroit où l'on s'attendrait à trouver un réacteur nucléaire. On y trouve une magnifique église ancienne perchée sur une colline rocheuse, un château médiéval et des rues pavées. Pourtant, en 1944, sous cette église, dans une grotte naturelle agrandie par des ingénieurs, les scientifiques nucléaires les plus avancés de l'Allemagne nazie ont discrètement assemblé un réacteur expérimental composé de cubes d'uranium suspendus dans de l'eau lourde. Leur objectif était d'obtenir une réaction nucléaire en chaîne contrôlée, la même étape fondamentale que poursuivait le projet Manhattan américain de l'autre côté de l'océan.
Lorsque les forces alliées de la mission secrète Alsos sont entrées à Haigerloch en avril 1945, les scientifiques avaient déjà pris la fuite. Ils avaient enterré 659 cubes d'uranium dans un champ à côté de l'église. L'eau lourde avait été cachée dans des fûts, dans la cave d'un vieux moulin. Les documents scientifiques, comprenant des rapports classifiés sur la physique nucléaire, avaient été dissimulés dans une fosse septique derrière la maison d'un physicien. Werner Heisenberg lui-même aurait quitté les lieux à vélo avec un sac à dos rempli de blocs d'uranium radioactif. L'équipe Alsos a tout déterré, tout saisi et fait exploser la cuve intérieure du réacteur dans la grotte. Lorsque les scientifiques américains ont analysé ce que les Allemands avaient réellement construit, leur conclusion a été troublante. Le réacteur n'avait pas atteint une réaction en chaîne, mais il en était bien plus proche que la plupart des gens ne l'imaginaient. L'Allemagne travaillait bel et bien sur la bombe atomique. Elle n'avait simplement pas eu le temps d'y parvenir. Et plus à l'est, dans une mine de sel, une découverte allait révéler l'ampleur des richesses que le régime avait tenté de mettre à l'abri pour lui-même. Numéro 14. Le trésor de la mine de sel de Merkers. Début avril 1945, une patrouille de la 4e division d'infanterie de la 3e armée américaine traversait la ville de Merkers, en Allemagne centrale, lorsqu'elle a arrêté 2 travailleurs français déplacés sur la route. Les femmes ont mentionné presque nonchalamment qu'une mine de sel voisine renfermait quelque chose de précieux. Les soldats sont allés vérifier. Ce qu'ils ont découvert, à environ 600 mètres sous terre, a battu tous les records de récupération de trésors en temps de guerre. La Reichsbank y avait transféré l'ensemble des réserves d'or restantes de l'Allemagne, ainsi que des devises étrangères, le butin de la SS confisqué aux victimes des camps de concentration et des centaines de peintures et de sculptures retirées des principaux musées de Berlin avant l'arrivée des Alliés. Le 12 avril, les généraux Eisenhower, Bradley et Patton sont descendus eux-mêmes dans la mine pour constater la découverte de leurs propres yeux. Patton aurait pâli. Ce qu'ils ont recensé à l'intérieur comprenait plus de 100 tonnes de lingots et de pièces d'or, des centaines de millions de Reichsmark en billets, plus de 1000 sacs de devises étrangères et des milliers d'œuvres d'art. Tout cela avait été déplacé en secret et a failli ne jamais être retrouvé. Mais tandis que les forces américaines comptaient l'or enfoui sous terre, des enquêteurs alliés, ailleurs, s'apprêtaient à découvrir que l'Allemagne menait une opération tout aussi extraordinaire, mais bien plus sinistre, en surface. Numéro 13. Le U-864 et sa cargaison toxique. Le 9 février 1945, un sous-marin britannique nommé HMS Venturer patrouillait discrètement dans les eaux glaciales près de l'île de Fedje, au large des côtes norvégiennes, lorsque ses opérateurs ont capté un faible bruit. Un autre sous-marin se trouvait à proximité, en plongée, moteur coupé pour éviter toute détection. Ce qui a suivi reste le seul duel sous-marin confirmé de l'histoire navale où les 2 sous-marins étaient entièrement immergés. Le Venturer a lancé 4 torpilles selon un schéma échelonné afin de créer une gerbe tridimensionnelle dans l'eau. Au moins l'une d'elles a atteint sa cible. Le sous-marin allemand U-864 s'est brisé avant de sombrer, entraînant avec lui ses 73 membres d'équipage. Des décennies plus tard, en 2003, des plongeurs norvégiens ont localisé son épave. Lorsqu'ils ont inspecté sa cargaison, ils ont compris l'ampleur de ce qui avait été stoppé. Le U-864 était engagé dans une mission baptisée Opération César. Il transportait 1857 flacons en acier contenant environ 67 tonnes de mercure métallique liquide, ainsi que des composants de moteurs à réaction et des systèmes de guidage de missiles, destinés au Japon pour poursuivre la guerre dans le Pacifique. En 2003, certains de ces flacons avaient déjà commencé à se corroder et à laisser s'échapper leur contenu. La Norvège a alors placé l'épave dans une zone d'exclusion. Puis, en 2016, des ingénieurs ont réalisé une opération précise de déversement de roches afin de stabiliser le fond marin autour de l'épave et d'empêcher un glissement de terrain susceptible d'endommager les flacons restants. Aujourd'hui encore, le U-864 et sa cargaison toxique reposent au fond de la mer du Nord. Et enfoui dans un tout autre type de montagne, quelque chose d'aussi incroyable attendait d'être découvert. Quelque chose qui semblait presque trop étrange pour être vrai. Numéro 12. La rumeur du train d'or nazi. En février 1945, alors que l'armée rouge soviétique avançait en Basse-Silésie vers la ville polonaise de Wałbrzych, plusieurs témoins ont décrit une scène inhabituelle. Un train de marchandises lourdement gardé est entré dans le réseau de tunnels situé sous le château de Xiąż et n'en est jamais ressorti. Des officiers SS ont ensuite scellé l'entrée. Puis, des charges de démolition ont été déclenchées. L'ouverture du tunnel s'est effondrée sous des tonnes de roches. Que transportait ce train?
D'après des témoignages recoupés avec des rapports d'interrogatoires soviétiques et des dossiers des services de renseignement alliés sur les mouvements d'évacuation nazis, il pourrait avoir contenu environ 300 tonnes d'or, d'argent, de bijoux, d'œuvres d'art et peut-être même des éléments de la chambre d'ambre disparue. En septembre 2015, deux hommes, le chercheur polonais Piotr Koper et son partenaire allemand Andreas Richter, ont affirmé publiquement avoir localisé un train enfoui à un endroit précis le long de l'ancienne ligne ferroviaire près de Wałbrzych grâce à un radar à pénétration de sol. Le gouvernement polonais a pris cette affirmation suffisamment au sérieux pour lancer une étude géologique officielle. Les études menées en 2015 et 2016 n'ont pas confirmé la présence d'un train, mais voici ce que les enquêteurs ont également découvert. Le réseau de tunnels de cette zone comporte d'immenses sections inondées, structurellement effondrées ou toujours inaccessibles. Les archives confirment que d'importants convois de biens du Reich ont bien été transportés en Basse-Silésie durant les dernières semaines de la guerre. Le train lui-même n'a jamais été définitivement écarté et les tunnels ne sont toujours pas entièrement explorés. Numéro 11. Le labyrinthe souterrain de la Tanière du Loup. On pourrait croire qu'un quartier général militaire en pleine guerre serait parfaitement visible, fortement fortifié, imposant et impossible à manquer. La Tanière du Loup était tout le contraire. Niché au cœur d'une forêt dense près de la petite ville de Kętrzyn, aujourd'hui dans le nord-est de la Pologne, le complexe était si bien camouflé que les avions alliés l'ont survolé pendant des années sans jamais le repérer. Construit entre 1940 et 1944, le site est devenu un véritable monde à part, avec plus de 80 bâtiments comprenant des bunkers, des casernes, 2 aérodromes, une gare, sa propre centrale électrique, son réseau d'approvisionnement en eau et ses systèmes de communication. Hitler y a passé plus de 800 jours à diriger l'ensemble du front de l'Est. Son bunker personnel possédait un toit en béton de plus de 7 mètres d'épaisseur, recouvert d'une couche protectrice de gravier. Et comme il ne comportait aucune fenêtre, un système de ventilation complexe devait y faire circuler de l'air frais en permanence. Lorsque l'armée rouge s'est approchée en janvier 1945, les Allemands ont préféré faire exploser l'ensemble du complexe plutôt que de le laisser intact. Environ 8 tonnes de TNT ont été utilisées pour détruire un seul bunker. Des témoins ont rapporté que la glace des lacs voisins s'était fissurée sous la puissance des explosions. Les fondations étaient enfoncées à 5,5 mètres dans le sol et les blocs de béton projetés dans les airs pesaient plusieurs dizaines de tonnes. Lorsque les enquêteurs polonais et soviétiques ont finalement traversé les décombres, ils ont découvert un vaste réseau labyrinthique de tunnels souterrains reliant les bunkers, une véritable toile souterraine qui s'étendait sous l'ensemble du complexe et que personne n'avait encore entièrement cartographié. Numéro 10, le Horten HO 229. En 1943, le chef de la Luftwaffe, Hermann Göring, a lancé un défi de conception. Construire un bombardier capable de transporter 1000 kg de bombes sur 1000 km à une vitesse de 1000 km/h. Tous les grands constructeurs ont affirmé que c'était impossible. Deux frères, Reimar et Walter Horten, ont pourtant assuré qu'ils pouvaient y parvenir, avec une approche totalement inédite pour l'époque. Ils ont conçu une aile volante propulsée par réacteur, sans fuselage, sans queue, uniquement une aile pure intégrant 2 moteurs à réaction Junkers. Göring leur a accordé un demi-million de Reichsmark pour développer le projet. Un prototype de planeur sans moteur a volé avec succès en 1944. Un prototype à réaction a suivi au début de l'année 1945, prouvant que le concept fonctionnait. Puis, les forces américaines ont découvert le 3e prototype, encore inachevé, dans une usine Gotha, avant de l'emballer et de l'expédier aux États-Unis. Lorsque le National Air and Space Museum de la Smithsonian Institution a analysé l'appareil des années plus tard, les ingénieurs ont découvert que le revêtement de l'aile contenait de la poussière de charbon mélangée à son composite de bois. Certains chercheurs pensent qu'il s'agissait d'une forme rudimentaire de matériaux absorbant les ondes radar, un concept de furtivité que les États-Unis ne développeraient officiellement que plusieurs décennies plus tard avec le bombardier B-2 Spirit. La Smithsonian conserve encore aujourd'hui le seul exemplaire ayant survécu. Numéro 9, le Graf Zeppelin. La plupart des gens savent que les États-Unis ont remporté la guerre navale dans le Pacifique en partie grâce au porte-avions. Beaucoup moins savent que l'Allemagne nazie est passée terriblement près d'en posséder un, elle aussi. Le Graf Zeppelin était l'unique tentative allemande de construire un porte-avions, long d'environ 260 mètres et conçu pour embarquer plus de 40 avions de combat. S'il avait été achevé, il aurait pu faire basculer l'équilibre des forces dans les eaux européennes. Sa construction a commencé en 1936 et a atteint environ 85% d'achèvement avant de stagner. La Luftwaffe dirigée par Göring a refusé de coopérer avec les projets d'aviation navale.
Les rivalités territoriales entre la Luftwaffe et la Kriegsmarine ont rendu tout accord impossible, tandis que les changements constants de priorité détournaient continuellement les ressources. Il est resté inachevé pendant la majeure partie de la guerre, véritable monument à la désorganisation interne d'un régime qui se vantait pourtant de discipline et de contrôle absolu. En 1945, les forces allemandes l'ont sabordé pour éviter sa capture par les soviétiques. Ces derniers l'ont renfloué, l'ont utilisé comme cible lors d'essais d'armement, puis l'ont coulé une nouvelle fois en 1947. Son épave est restée oubliée au fond de la mer Baltique jusqu'à sa redécouverte en 2006. Il n'a jamais lancé le moindre avion au combat. Il n'a jamais tiré un seul coup de canon contre l'ennemi. Il est passé près de changer le cours de la guerre avant de disparaître sous les vagues. Numéro 8. Les bunkers des îles anglo-normandes. Les îles anglo-normandes se situent juste au large des côtes françaises et sont des dépendances de la couronne britannique. Elles ont été la seule partie des îles britanniques occupées par l'Allemagne pendant la guerre, de juin 1940 à mai 1945. Hitler était convaincu qu'il fallait les conserver à tout prix, y consacrant des ressources bien au-delà de toute logique stratégique et ordonnant des fortifications qui ont fait des îles anglo-normandes le territoire le plus densément fortifié par kilomètre carré de toute l'Europe occupée. La construction, menée en grande partie par des travailleurs forcés de l'organisation Todt, venus de toute l'Europe occupée et de l'Union soviétique, a produit une quantité stupéfiante d'infrastructures en béton. Des centaines de bunkers, de casemates d'artillerie, de murs anti-chars, d'hôpitaux souterrains, de tours d'observation, de batteries de canons, ainsi qu'un réseau complet de chemins de fer militaires souterrains sur Alderney. Lorsque les forces britanniques ont libéré les îles en mai 1945, quelques jours seulement après la capitulation officielle de l'Allemagne, elles ont découvert des fortifications si profondément intégrées au paysage que beaucoup ne pouvaient tout simplement pas être retirés. Des dizaines de bunkers se dressent encore aujourd'hui dans les falaises et les champs des îles, et beaucoup sont ouverts au public. L'ampleur de ce que l'Allemagne a construit sur le sol britannique, ainsi que les conditions dans lesquelles ces structures ont été érigées, reste l'un des héritages physiques les plus glaçants de toute l'occupation. Numéro 7. Le Jagdtiger. Si vous cherchez une preuve que les nazis construisaient parfois des armes bien plus terrifiantes en théorie qu'en pratique, le Jagdtiger en est l'exemple parfait. Avec ses 72 tonnes, c'était le véhicule blindé le plus lourd de toute la guerre. Son armement principal, un canon de 128 mm, pouvait théoriquement détruire des chars alliés à plus de 3 km de distance. Son blindage frontal atteignait presque 250 mm d'épaisseur, le rendant imperméable à la plupart des armes que les Alliés pouvaient lui opposer. Sur le papier, il était pratiquement invincible. Sur le terrain, c'était un véritable cauchemar mécanique. Construit sur une version allongée du châssis du Tiger II, déjà réputé pour sa fiabilité d'outances, le poids considérable du Jagdtiger faisait régulièrement surchauffer les moteurs, les transmissions cédaient sous la contrainte, et le faire circuler sur des ponts ou des terrains meubles représentait souvent un problème logistique sans réelle solution. Sa consommation de carburant était énorme, dans une Allemagne qui manquait déjà de presque tout. Les équipages abandonnaient parfois leur Jagdtiger non pas parce que l'ennemi l'avait détruit, mais simplement parce qu'ils ne parvenaient plus à le faire fonctionner. Seulement environ 80 exemplaires ont été produits, et très peu ont participé à des combats prolongés. Chaque Jagdtiger survivant, exposé aujourd'hui dans un musée, représente moins un symbole du génie de l'ingénierie allemande qu'un monument à sa démesure. Numéro 6. Le cyclosarin. Vous avez probablement déjà entendu parler du sarin. Vous avez peut-être aussi entendu parler du tabac. Mais le cyclosarin est l'agent neurotoxique dont la plupart des gens ignorent jusqu'au nom, et c'est peut-être le plus dangereux que les nazis aient développé. Il provenait de la même source que les autres. Gerhard Schrader, un chimiste dont les recherches visant à créer un meilleur pesticide ont accidentellement produit les agents neurotoxiques de la série G. Ce qui rend le cyclosarin particulièrement inquiétant, c'est sa persistance. La plupart des agents neurotoxiques s'évaporent rapidement ou forment des flaques visibles. Le cyclosarin se situe entre les deux. Un liquide clair et huileux, à l'odeur sucrée, qui s'évapore lentement et peut persister pendant des heures, voire des jours après son déploiement. Il attaque le même mécanisme de signalisation nerveuse que les autres, mais son évaporation plus lente signifie qu'il contamine une zone bien après le premier contact. Une exposition par la peau peut être aussi mortelle qu'une inhalation. Comme le tabac et le sarin, les nazis ont stocké du cyclosarin sans jamais l'utiliser, par peur de représailles alliées plutôt que par retenue morale. Mais son existence n'est pas restée enfermée dans les réserves allemandes. L'Irak l'a utilisé pendant la guerre Iran-Irak dans les années 1980, en le combinant avec du sarin pour renforcer ses effets. Une substance créée au cours de recherches pour un meilleur pesticide est ainsi devenue une arme de destruction massive utilisée plusieurs décennies après la fin de la guerre.
Numéro 5. La méthadone. La plupart des gens connaissent la méthadone comme un traitement contre la dépendance aux opioïdes, utilisé dans des cliniques du monde entier pour aider les personnes concernées à reconstruire leur vie. Presque personne ne connaît pourtant son origine. En 1939, des chimistes d'I.G. Farben ont synthétisé un composé appelé VA1-0820. Mais pas dans le but de soigner. L'Allemagne manquait de morphine et la direction nazie voulait devenir totalement indépendante des approvisionnements étrangers en opium. Gustav Erhardt et Max Bockmühl ont alors produit un opioïde entièrement synthétique capable d'imiter les effets de la morphine, mais pouvant être fabriqué uniquement à partir de produits chimiques disponibles dans le Reich. Les premiers essais ont révélé de graves effets secondaires et le médicament n'est jamais devenu un traitement standard. Il est resté dans l'ombre pendant la majeure partie de la guerre, jusqu'à la chute de l'Allemagne et la saisie de ses brevets par les forces américaines. Il a ensuite été commercialisé aux États-Unis sous le nom de Dolophine, dérivé de mots latins signifiant douleur et faim. En 1947, il a été rebaptisé méthadone et a commencé à être utilisé plus largement en médecine. Aujourd'hui, il figure sur la liste des médicaments essentiels de l'Organisation mondiale de la santé et sauve des vies partout dans le monde. Mais à l'origine, il est né d'un calcul froid mené par un État totalitaire en guerre, déterminé à ne dépendre d'aucun approvisionnement étranger. Numéro 4. Les tunnels de Thuringe. En 1944, alors que les bombardements alliés réduisaient les usines allemandes de surface en ruine, la SS et le ministère de l'Armement ont lancé un programme intensif visant à déplacer sous terre la production de guerre la plus stratégique. À travers les collines boisées de Thuringe, en Allemagne centrale, des travailleurs forcés ont été contraints de creuser des tunnels et des galeries dans la roche, certains en agrandissant d'anciennes mines, d'autres en ouvrant de nouveaux passages. L'objectif était simple, installer les usines sous terre afin que les bombes ne puissent plus les atteindre. La vallée de Jöhstadt, près d'Arnstadt, est devenue le site d'un projet baptisé Siegfried, un Führer-Hauptquartier prévu pour rivaliser avec tout ce qui avait été construit pendant la guerre. Des travailleurs forcés issus de plusieurs sous-camps de concentration ont été épuisés jusqu'à la mort pour creuser d'immenses espaces souterrains qui ne furent jamais achevés. Lorsque les forces américaines ont traversé la Thuringe en avril 1945, ce qu'elles ont découvert dans ces tunnels, des chaînes de production inachevées, les preuves de conditions de travail catastrophiques, des outils abandonnés en pleine utilisation et, dans certains cas, les corps de travailleurs morts laissés sur place, a offert aux enquêteurs une vision immédiate et viscérale du fonctionnement de la machine de guerre nazie durant sa phase finale. Une grande partie de ce qui a été découvert en Thuringe a directement alimenté le dossier d'accusation présenté à Nuremberg contre les dirigeants de la SS et de l'armement. Numéro 3. Les faux billets de l'opération Bernhard. À l'intérieur du camp de concentration de Sachsenhausen, au nord de Berlin, un atelier spécial a fonctionné du début de l'année 1943 au début de l'année 1945, produisant ce qui est considéré comme certains des meilleurs faux billets de banque jamais réalisés. Baptisé Opération Bernhard d'après son superviseur SS, le major Bernhard Krüger, le programme a contraint des prisonniers juifs qualifiés, parmi lesquels des graveurs, des typographes, des imprimeurs et des employés de banque, à faire fonctionner les presses sous la menace constante de la mort. Les estimations les plus prudentes évaluent la valeur faciale totale des fausses livres sterling produites à environ 130 millions de livres. Le plan initial consistait à larguer cette fausse monnaie sur la Grande-Bretagne, afin d'inonder et de déstabiliser son économie. Cette étape n'a finalement jamais été mise en œuvre. À la place, les billets ont servi à financer des opérations de renseignement de la SS, à payer des agents étrangers et à acheter des marchandises sur le marché noir à travers l'Europe occupée. Les fausses livres sterling ont même servi à rémunérer un espion turc connu sous le nom de code Cicero, qui transmettait des secrets depuis l'intérieur de l'ambassade britannique à Ankara et ont contribué à financer le raid ayant libéré Benito Mussolini de sa détention en Italie en septembre 1943. À la fin de la guerre, la SS a ordonné que les plaques d'impression, les machines et les billets restants soient jetés dans le lac Toplitz, en Autriche. Au cours des décennies suivantes, des plongeurs ont récupéré dans ce lac plusieurs caisses remplies de faux billets. Les plaques elles-mêmes n'ont jamais été retrouvées. Numéro 2. Les tunnels de Dora-Mittelbau. À l'automne 1943, la SS a établi un camp de concentration à l'intérieur de la montagne Konstein, près de Nordhausen, en Allemagne centrale. Il s'agissait d'abord d'un sous-camp de Buchenwald, avant de devenir le camp de concentration indépendant de Mittelbau-Dora, créé dans un seul but: fabriquer des fusées V2 sous terre en utilisant des êtres humains comme main-d'œuvre jetable. Environ 60 000 prisonniers sont passés par Mittelbau-Dora entre sa création et sa libération en avril 1945. Durant les premiers mois, les travailleurs n'étaient même pas autorisés à quitter le réseau de tunnels.
Ils dormaient dans des structures de lits en bois à 4 niveaux, installées directement dans les parois rocheuses des galeries latérales, sans sanitaire, avec une nourriture limitée et une exposition permanente aux poussières explosives ainsi qu'aux gaz d'échappement des machines souterraines. Les estimations du nombre de morts dans l'ensemble du complexe de Mittelbau-Dora varient entre 16 000 et 20 000 personnes. Lorsque les forces américaines sont entrées dans les tunnels en avril 1945, elles ont découvert une usine de fusées entièrement opérationnelle creusée à l'intérieur d'une montagne, avec 2 tunnels principaux parallèles d'environ 1,5 km chacun, reliés par des dizaines de galeries latérales, tandis que des fusées V2 terminées se trouvaient encore sur les chaînes d'assemblage. Les fusées ont ensuite été expédiées aux États-Unis pour y être testées. L'ingénieur en chef du programme V2, Werner von Braun, concevrait plus tard la fusée Saturne V qui a emmené Apollo 11 sur la Lune. Numéro 1. Le bunker de Hitler à Berlin. Le 30 avril 1945, à environ 8,5 mètres sous le jardin de la chancellerie du Reich à Berlin, Adolf Hitler s'est suicidé d'une balle. L'armée rouge soviétique a découvert le bunker quelques jours plus tard, ce dans quoi les soldats sont entrés représentait le point final physique de toute la guerre. Le complexe avait été construit en 2 étapes. D'abord en 1936 comme abri anti-aérien provisoire, puis considérablement agrandi en 1944 pour devenir un centre de commandement souterrain comprenant 30 pièces. Il était composé de 2 niveaux. La partie supérieure, appelée Vorbunker, datait de 1936. Le Führerbunker, situé plus profondément et achevé en 1944, possédait des plafonds en béton armé de 4 mètres d'épaisseur. À l'intérieur se trouvaient les quartiers privés de Hitler, une salle des cartes, les pièces voisines d'Eva Braun, les logements du personnel, un central téléphonique et un poste médical. L'ensemble de la structure était autonome, avec ses propres systèmes de ventilation, d'approvisionnement en eau et d'électricité. Lorsque les soldats soviétiques l'ont exploré, ils ont découvert des effets personnels, des documents, des médicaments et les preuves matérielles des derniers jours du régime. Les soviétiques étaient tellement déterminés à empêcher le lieu de devenir un sanctuaire qu'ils ont démoli les vestiges de la chancellerie située à la surface. Le bunker lui-même a été partiellement détruit en 1959, puis encore davantage réduit en 1988. Aujourd'hui, le site se trouve sous un banal parking berlinois, signalé par une unique petite plaque informative. Selon vous, laquelle de ces découvertes a eu le plus grand impact sur le monde après la fin de la guerre ?